Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ce dimanche. 27 000 conseillers municipaux et départementaux sont appelés aux urnes. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du scrutin selon la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Le HCCT, un complément essentiel de l'acte 3 de la décentralisation selon le conseiller municipal Alpha Yaya Ba. Vers une paralysie du secteur de la santé, les syndicats de santé dans l'action unitaire annoncent une grève de 48 heures suivie d'une marche nationale. Ils exigent le respect des accords signés. Trouver un mouton pour la fête de Tabaski, un véritable casse-tête pour certains pères de famille. Ils vont même jusqu'à s'endetter, une situation qui n'est pas sans conséquences. La chronique du JT de ce vendredi s'arrête sur l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, mais également sur la fête de Tabaski. Ce sera avec Mohamedou Papis Diaw. Le dossier du jour s'intéresse aux deux rakas de Saint-Louis. Nous allons à la découverte de Kadegui, cet arbre vieux de 141 ans, point de passage de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Et puis à la fin de cette édition, vous aurez l'invité du 20h, Mamoudou Ibra Kane, reçoit Djibi Diakhaté, sociologue. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. La Sénat rassure quant à la bonne tenue des élections des hauts conseils des collectivités territoriales. Issa Sall, membre de la Commission électorale nationale autonome, estime que c'est une élection facile à organiser. 27 000 conseillers municipaux et départementaux sont appelés aux urnes ce dimanche 4 septembre. Issa Sall, que nous allons écouter au micro de Alassane Ba. Nous n'avons aucune inquiétude, nous pensons que tout se déroulera parfaitement bien. Nous avons eu des élections beaucoup plus lourdes et tout s'était bien passé. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on aurait des inquiétudes pour cette élection où il n'y a que 27 000 électeurs et 78 bureaux de vote. C'est Dakar qui a le plus de grand nombre de bureaux de vote et c'est 3 bureaux de vote. Dans les autres départements, il y en a qui ont 2 et d'autres qui en ont un seul. Nous rassurons tous les Sénégalais, ou tous les électeurs, ou toutes les coalitions, tous les partis politiques. La Sénat est un organe qui est chargé de défendre le droit du citoyen, électeur, comme de la formation politique qui participe au scrutin, ou de la coalition. Donc nous n'avons pas à rassurer une coalition quelconque, quelle que soit sa couleur, mais de rassurer les Sénégalais. Les scrutins qui se sont déroulés ici depuis que la Sénat existe se sont parfaitement déroulés sans des contentieux qui tendraient à remettre en cause la sincérité. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, une institution pour le développement durable des communes, selon le conseiller municipal Alpha Yaya Ba. Il ajoute que c'est un complément essentiel de l'acte 3 de la décentralisation. Plus de détails avec Aïssatou Pay. Au Conseil des collectivités territoriales, nouvelle institution, beaucoup de questions taraudent les esprits. Pour en savoir plus, parole à un conseiller municipal. Alors ce Haut Conseil représente pour nous une institution qui va nous permettre de mettre en avant les revendications, les problèmes que vivent nos communes en général. Ce Haut Conseil de collectivité locale va nous permettre en quelque sorte de mieux nous faire entendre. Que devient l'acte 3 de la décentralisation qui était censé autonomiser les communes? L'acte 3 suit son cours. C'est une réforme. Alors actuellement, on a dépassé quelques étapes. On est en train d'entrer de passer à une autre étape. Et à la longue, je pense que on va récolter les fruits. Quels sont donc les critères pour élire un haut conseiller des collectivités territoriales? D'abord, à la base, ce sont des listes. À partir de ces listes-là, il y a les candidats qui ont été choisis sous un certain nombre de critères, la compétence, entre autres. Et maintenant, on a dû procéder à un choix, parce qu'il faut voir qu'il y a 3 candidats et 3 suppléants. Ce n'est pas facile, mais bon, on a pu trouver quand même, Dieu merci, à partir de la liste où nous sommes, 3 candidats. Et nous en avons un. Rendez-vous dimanche pour élire les conseillers à la mairie de Ngor, une seule dame candidate pour siéger
au Conseil des collectivités territoriales. Et c'est au pays, l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales a un enjeu psychologique déterminant pour les élections à venir. Déclaration de Maurice John, enseignant-chercheur en sciences politiques. Il voit par ailleurs dans cette élection le prolongement du bras de fer entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall pour le contrôle du Parti socialiste. Ces propos sont recueillis par Chérif Diar. L'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, il y a des enjeux politiques pour notamment les échéances électorales à venir, notamment les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019, et que donc ce jeu de haute manœuvre entre la coalition Benno Bokk Yakaar et le camp de Khalifa Sall est en train de se jouer notamment au niveau de Dakar pour que parce que cette élection va avoir véritablement un enjeu psychologique déterminant pour ces échéances électorales à venir, et c'est pourquoi la lutte semble très âpre entre les différentes listes en lice ici même au niveau de Dakar. Et je pense que ça va être un prolongement du bras de fer qui se fait au Parti socialiste entre le camp d'Ousmane Tanor Dieng et le camp de Khalifa Sall. Si l'on sait que c'est le camp d'Ousmane Tanor Dieng qui a le rapport de force en sa faveur. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de négocier le départ de Khalifa Sall pour éviter de le victimiser, d'en faire un agneau expiatoire du compagnonnage entre le PS et la coalition Benno Bokk Yakaar. Et puis bon nombre de Sénégalais s'interrogent déjà sur la durée de vie du Haut Conseil des collectivités territoriales, ce en égard de toutes les institutions créées puis supprimées au Sénégal. Plus de détails dans ce récit signé Omar Mamadou Bassou. Les conseillers municipaux et départementaux se rendront aux urnes ce dimanche pour élire les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais quelle sera la durée de vie de cette nouvelle institution? La question est d'autant plus légitime qu'un coup d'œil dans le rétroviseur permet de voir que beaucoup d'institutions ont été créées, supprimées, puis ressuscitées sous d'autres formes. Le Conseil économique et social créé en 1961 et le Sénat mis en place en 1999 ont été supprimés en 2001 par le président Abdoulaye Wade, arrivé au pouvoir un an auparavant. En 2003, le Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, CRAES, est créé, alors que le Sénat est rétabli en mai 2007. Le CRAES est enterré la même année et le Conseil économique et social ressurgit simultanément de ses cendres. Le président Macky Sall, arrivé au pouvoir en 2012, affirme son intention de supprimer le Sénat, contrôlé alors par le Parti démocratique sénégalais, pour, dit-il, allouer les ressources à la résolution des problèmes d'inondation. Le projet de loi est rejeté par les membres de l'institution, mais le Parlement le bénit avec effet immédiat en sa séance du 14 septembre 2012. Toujours en septembre 2012, une loi supprime et remplace le Conseil économique et social par le Conseil économique, social et environnemental. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, la dernière née des institutions, est créé par une loi constitutionnelle adoptée par le référendum du 20 mars 2016. Répondra-t-elle à la définition d'une institution, c'est-à-dire une création humaine appelée à durer dans le temps? Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, c'est la nouvelle plateforme mise sur pied par l'opposition. Déthié Fall de Rewmi et compagnie disent unir leurs forces pour faire face au régime du président Sall. Ils promettent de dérouler très prochainement leur plan d'action. Fatih et Mohamed Dieng. Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, la toute nouvelle plateforme mise sur pied. Au front, plusieurs acteurs, politiciens, membres de la société civile, entre autres, décrient tous la conduite du gouvernement. On a vu pas mal de leaders de l'opposition persécutés. On l'a vu également, au lieu de s'occuper des véritables préoccupations des Sénégalais, à savoir des questions liées à la santé, à l'éducation et d'autres, il est là à poser des actes qui concourent à affaiblir notre démocratie, tant chantée au niveau régional et dans le monde. Déthié Fall de Rewmi est convaincu que cette nouvelle plateforme est venue à son heure. Les préoccupations des Sénégalais sont ailleurs. Il faudrait travailler à régler cette question de l'éducation où sur le calendrier mondial on est en déphasage avec les autres pays. On a
une scolarité qui commence le plus souvent au mois de janvier pour terminer au mois de septembre, alors qu'à l'international, c'est du mois d'octobre au mois de juin. Au Sénégal, les plateformes et mouvements sont devenus nombreux. Les membres de Manko Wattu Sénégal en sont conscients. Ils promettent de faire la différence. Ce n'est pas une plateforme de partis politiques. Parmi les parties prenantes, il y a les partis politiques, il y a la société civile, il y a les syndicats, il y a également des personnalités indépendantes. Donc on a une plateforme beaucoup plus large que toutes les plateformes connues jusqu'ici. Et donc, à mon avis, quand il s'agit d'alerter, quand il s'agit de se mettre à la défense des intérêts des populations, on ne peut pas dédier ce rôle à un segment bien précis. C'est un rôle qui incombe à tous les Sénégalais, dont toi. Une rencontre entre acteurs est prévue le 15 septembre prochain. Les décisions prises seront communiquées. À Linguère, élèves et étudiants de Mbéen, localité située dans la commune de Mboula, réclament de l'électricité, des pistes de production, ce pour le développement de leur village. Ils se sont exprimés lors d'une manifestation culturelle, nous dit notre correspondant à Linguère, Momodou Mbaye. Les élèves et étudiants de Mbéen ont organisé des manifestations culturelles pendant 3 jours en faveur des populations du village. L'objectif est de promouvoir le développement de la commune de Mboula. L'objectif de ces 72 heures-là, c'est de promouvoir le développement au niveau local. Donc c'est pourquoi on a choisi 3 axes qui sont l'éducation, la santé et l'environnement. Et chacun de ces 3 axes-là a une importance, a un rôle à jouer dans le développement que nous voulons promouvoir. Les jeunes du village ont profité de l'occasion pour sensibiliser les populations sur la coupe des arbres en vue de préserver l'environnement. Donc vous avez entendu également tout à l'heure le technicien en agronome qui faisait son exposé tout à l'heure, à savoir pour améliorer l'élevage, il faut quand même mettre des lignées végétales qui sont comme les espèces Acacia radiana, donc, dont les fruits sont importants dans le domaine fourrager. L'électricité et la construction d'une piste de production pour désenclaver Mbéen reste de vieille doléance des habitants de la localité. Surtout pendant l'hivernage, avec les eaux stagnantes là, donc tout ça, donc l'accès est difficile. Donc on a besoin quand même d'avoir les rarans pour qu'ils viennent jusqu'ici. L'autre difficulté, c'est l'électricité. Là, on va dire que ça nous a un peu handicapés par rapport à beaucoup de projets de développement. Plusieurs activités ont marqué les journées culturelles, telles que des échanges sur la santé maternelle et infantile, la sensibilisation sur la coupe abusive des arbres. Pour boucler la boucle, les élèves les plus méritants aux examens du BFM et du baccalauréat ont été primés. Modumbaï, merci. Je vous le disais en titre, vers une paralysie du système sanitaire, les syndicats de santé dans l'action unitaire annoncent une grève de 48 heures suivie d'une marche nationale. Ils exigent le respect du protocole d'accord signé. Ces syndicalistes déplorent également l'annulation de la commission médicale au pèlerinage. Ils l'ont fait savoir ce matin lors d'une conférence de presse. C'est un compte-rendu de Fatou Kinedem Mohamed. 48 heures de grève suivies d'une marche. Les syndicats de santé dans l'action unitaire 2SAU comptent mettre en œuvre leur deuxième plan d'action le 29 septembre. Les négociations avec le gouvernement n'ont rien donné. C'est par rapport au personnel, n'est-ce pas, des municipalités qui y ont perdu leurs droits et que nous demandons à ce que le gouvernement puisse rétablir en tout cas cette injustice sociale dans les plus brefs délais. Sur ce point, on n'a pas eu en tout cas d'avancer. À leur plateforme revendicative s'ajoutent d'autres points, entre autres l'annulation de la commission médicale au pèlerinage. Qu'ils puissent communiquer avec des médecins qui parlent leur langue. Donc sur ce, vraiment, on a alerté en disant que attention, on change une formule qui avait toujours donné ces résultats. Maintenant, l'évaluation se fera. Ces syndicalistes exigent aussi le recrutement du personnel qui tarde à se faire. Nous avions dit à l'État du Sénégal de procéder très rapidement et sans délai à ce recrutement, puisque c'est des postes budgétaires. Ou bien qu'on nous dise l'argent là, où est-ce qu'il va aller alors? Pour ce qui concerne également Dalal Diam, qui a déjà commencé la consultation. Là également, Dalal Diam attend à être renforcé en personnel. Sinon, Dalal Diam est obligé de recruter.
Et si Dalal Diam recrute, c'est des politiques qui vont s'interférer au recrutement de Dalal Diam. Les textes qui régissent le statut des fonctionnaires jugés obsolètes, Dr Bouli Diop et ses camarades veulent une réforme. Les textes de la fonction publique datent d'avant l'indépendance. Jusqu'à présent, n'ont pas connu de réforme. Vous voyez? Et malheureusement, quand on était en discussion, un ministre de la République a dit que si le médecin veut avoir de l'argent, il n'a qu'à choisir à devenir gendarme. Gendarme, il dit. Il faut une loi pour pérenniser la couverture maladie universelle. C'est la conviction du président de Sicodev Africa, Amadou Kanouté. Sa structure va porter le combat. Nous allons l'écouter au micro de Ousseinou Thiam et Biradjani. Les contingences politiques peuvent faire que demain, quelqu'un d'autre vienne et dise la CMU, ce n'est pas ma priorité. Qui perd? C'est les 80% de la population de ce pays qui ne sont pas couverts contre les risques maladie. Et c'est pourquoi nous insistons en disant qu'il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement puisse faire adopter une loi. Si une loi est adoptée et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui dise la CMU, ce n'est pas ma priorité, et que la population a déjà compris l'intérêt qu'elle a dans la CMU, c'est la population qui sera devant l'Assemblée nationale pour dire au prochain gouvernement, à la prochaine majorité qui sera au Parlement, ne touchez pas à ma CMU. Comme ça avait été le 23 juin, ne touchez pas à ma constitution. Autosuffisance en riz en 2017, Kolda sur la bonne voie, 160 000 tonnes de riz. C'est la quantité produite en 2015 dans la région selon le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, qui était en tournée de suivi de campagne agricole dans le sud du pays. C'est une correspondance de Abdoulaye Diallo. En tournée de suivi de la campagne agricole dans la région de Kolda, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural reste optimiste que le Sénégal va être au rendez-vous de l'autosuffisance en riz en 2017. Il est important de constater que les rendements sont passés d'1,5 tonne à 3 tonnes, voire 4 tonnes. Du point de vue des superficies emblavées, on constate aussi un triplement des superficies emblavées. Cette visite, enfin, confirme éloquemment et amplifie une conviction très forte que nous avons en ce qui concerne la riziculture. Le Sénégal est un pays rizicole. Nous avons beaucoup d'écosystèmes qui, exploités de façon optimale, peuvent non seulement nous permettre de nous nourrir, mais d'ambitionner même plus tard de pouvoir exporter du riz. Le ministre de brandir quelques résultats obtenus. Nous sommes ici à Kolda, nous constatons sur le terrain, avec l'ensemble des acteurs, que nous avons enregistré dans cette zone pour 2015 une production de 160 000 tonnes de paddy qui dépasse les besoins de la région. C'est dire donc que lorsque le président de la République nous prescrit de tout mettre en œuvre pour que les zones qui sont au-dessus de 800 mm puissent assurer effectivement leur approvisionnement sur une base endogène, nous avons ici un exemple concret. Kolda nourrit effectivement Kolda en riz. Un résultat obtenu en partie grâce à la Sodagri selon son DG. Donc nous sommes dans la mise en œuvre du PRACAS. On est à l'an 3. L'année dernière, on avait mis des semences hors de Anambé pour à peu près 1000 tonnes au niveau de la région de Kolda. Cette année, on est vers les 1600. À l'entame de sa tournée, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a présidé une cérémonie de remise de matériel agricole du Padayer aux paysans. Pour consolider ces résultats en production agricole, les producteurs ont posé comme doléance un appui dans l'écoulement de leur surproduction, un appui en matériel agricole et la mise en place d'une unité de conditionnement des semences à Anambé. Abdoulaye Diallo, merci. Nous parlons à présent des préparatifs de la fête de Tabaski. Trouver un mouton, véritable casse-tête pour certains pères de famille. Bon nombre d'entre eux n'hésitent pas à s'endetter pour faire plaisir à leur famille, mais c'est une situation qui n'est pas sans conséquences. Reportage Fatou Bintou Kontele à Niafuna. Ils sont nombreux les Sénégalais qui, lors de la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, deviennent anxieux. La possession du mouton est fondamentale et dans le souci de faire partie des siens, cette tradition prend l'allure d'une obligation. Notre société est une société extravertie, donc qui est orientée vers le monde extérieur. Une société dans laquelle, pour exister
Donc il faut effectivement, pour paraître, donc il faut exister. Exister vient du mot latin existere, c'est-à-dire exister du dehors. Cela veut dire que donc c'est une société du paraître dans laquelle les gens versent facilement dans ce qu'on appelle la consommation ostentatoire. Bon nombre de pères de famille victimes de cette psychose s'endettent lourdement et finissent par s'enfermer dans un cercle infernal. Les conséquences, c'est l'endettement et qui est un facteur de basculement dans la précarité. Donc les gens ne se soucient pas du lendemain. Et dès le lendemain, les gens se réveillent groggy parce que simplement ils doivent payer des dettes effectivement qui ne sont pas effectivement à leur portée. D'où l'utilité de revoir nos comportements et de toujours penser au lendemain. Moi, je pense que donc il faut une insurrection des croyances, une insurrection des mentalités. Il faut un changement de mentalité et de paradigme, effectivement, pour normaliser notre société. Donc notre société qui a tendance à se labelliser, quand je parle de labellisation de la société, c'est par rapport à cette extroversion, si vous voulez, de ces valeurs-là, qui ne sont pas nos valeurs fondamentales, les valeurs en tout cas qui nous sont intrinsèques. Mais généralement, les gens s'ouvrent au monde extérieur, donc au voisinage, au camp dira-t-on, jusqu'à effectivement arpenter effectivement des sillons de l'endettement. Au Sénégal, la tabaski rime avec l'angoisse des pères de famille qui, par la grosseur du bélier, essaient de montrer leur statut social. Fatou Bintou Kanté, les points de vente des moutons, des milieux très prisés par des enfants. Si certains y viennent pour travailler, d'autres sont des passionnés de ces bêtes. Le point avec Birama Thior et Younous Diatta. la question bi jaar la doomu Afrique mooy tax doom bi jaar jóg fajaru teel takk fajaru teel. Plus qu'un spectacle, un gagne-pain. À l'approche de la fête de Tabaski, les enfants envahissent les points de vente des moutons. Le lavage, l'activité la plus en vue. Nous sommes venus laver des moutons, vendre des cordes et tout. Par la même occasion, nous pouvons transporter des moutons déjà payés pour ceux qui le désirent. Avec cet argent que nous gagnons, nous pouvons acheter des habits. Même constat pour celui-ci, ses motivations, l'envie d'aider ses parents. On peut gagner 5 000 francs la journée et cela nous permet d'aider nos parents. Mieux encore, nous pouvons participer dans les dépenses de la Tabaski. Pourtant, tout le monde n'y est pas pour rentrer chez soi, les poches remplies. La passion, un des motifs de leur présence. Ça me fait plaisir d'admirer les petits moutons. Si la mère ne les allaite pas, c'est à nous de leur donner du lait avec un biberon. Le fait de les regarder grandir devant moi me fait énormément plaisir. L'opération Tabaski, une activité très rentable pour les enfants. Ils ne sont pas pressés de voir la fête passer. Birama Thior, merci. Place maintenant à la chronique du JT de ce vendredi. Elle s'arrête sur l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, mais également sur la fête de la Tabaski, la hantise des chefs de famille à la quête de moutons. La chronique est signée Mohamedou Papistio. En chaque année, il y a des mois d'exception, singuliers. Ils le sont pour l'histoire qui s'écrit, qu'elle soit politique ou sociale. Ce mois de septembre 2016 en est un. Il verra naturellement l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales et la fameuse fête de la Tabaski. L'effervescence est circonscrite exclusivement à la famille, basiquement politique. Autrement, ce n'est pas trop l'affaire des populations. C'est celle des élus locaux et leurs coalitions pour le combat de siège au Haut Conseil. Alors, la presse avec son pouvoir, j'allais dire discrétionnaire, a jeté son dévolu sur le scrutin du 4 septembre et ses péripéties. Pourtant, l'air est très chargé par les odeurs traditionnelles. Ici, odeur renvoie aux moutons, aux vêtements, aux commerçants, aux tailleurs, aux femmes et aux enfants qui ont encore des... Tabaski est en elle-même une merveille. Elle a une sorte de facette contraignante qui lui confère peut-être tout son charme. La forte pression de trouver le mouton, quel que soit son rang social ou son pouvoir d'achat. C'est un devoir du musulman d'abord, ensuite un défi à relever pour l'honneur auprès de sa famille, de ses proches ou parfois même de ses voisins. Par ailleurs, les motivations extra-religieuses sont souvent une réalité.
L'Aïd el-Kébir a également une autre spécificité. Elle a l'art de poser toujours le même sujet, dont le plus important est la pénurie. La hantise de ne pas décrocher son mouton, à côté des spéculations, des rumeurs, voire une psychose injustifiée, mais qui détermine l'état d'esprit de la plupart des Sénégalais. Malgré les garanties officielles de la tutelle sur l'approvisionnement en quantité suffisante, le stress est devenu un rituel, un exercice qui agrémente les préparatifs. Ainsi va la Tabaski chez nous, et puis le dénouement sera toujours le même cependant. Tout le monde aura son mouton. Papis Diaw, merci. Sport à présent, football, Sénégal-Namibie, c'est ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor. Le sélectionneur des Lions du Sénégal tire un bilan satisfaisant de la préparation de ce match. Selon Aliou Cissé, le Sénégal va jouer pour gagner. Je vous propose de l'écouter au micro de Malal Junior Diagne. La préparation a été bonne. On n'a rien changé de notre façon de préparer depuis que nous sommes ici. Donc maintenant, je crois que l'équipe est enfin prête et les joueurs sont prêts en tout cas pour livrer un très bon match contre la Namibie demain. Il pourrait y avoir quelques changements, mais sans pour autant aussi tout chambouler. On ne peut pas tout chambouler. Je vous dis que c'était un match important aussi. Nous sommes en train de préparer quelque chose. Mais c'est sûr et certain que c'est l'occasion aussi de donner un petit peu de temps de jeu à certains qui n'en ont pas eu. L'objectif premier, c'était de se qualifier, c'est fait. Maintenant, effectivement, il y a un bonus. Ce bonus-là, c'est le match de demain. Donc nous allons en tout cas essayer de le jouer du mieux qu'on puisse le jouer. Mais aujourd'hui, 6e victoire, ce n'est pas une obsession. Donc rien ne changera, en tout cas, comme je l'ai dit, dans notre façon de penser, dans notre philosophie, qui est de gagner tous les matchs et de jouer, en tout cas, d'emporter en tout cas la victoire. Voilà. Et puis le dossier du jour, il s'intéresse au Magal des deux Rakas de Saint-Louis, plus particulièrement à Kadegui, un arbre vieux de 141 ans, point de passage de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul à Saint-Louis, un lieu symbolique. Des milliers de fidèles s'y recueillent chaque année. C'est un dossier de Ousseynou Seck, Habib Seck. Ce lieu est mythique. Son nom Kadegui, cet arbre a plus de 141 ans aujourd'hui. Et pourtant, il continue d'exister. Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul, juste après son procès avec les colons à Saint-Louis, a passé plus de 10 jours dans ce lieu mythique. Il y avait un puits à cet endroit où est implanté l'arbre. C'est ici que le cheikh trouvait l'eau qu'il utilisait. C'est quand on a exilé Serigne Touba que l'arbre est sorti de terre. Ce balcon que vous apercevez là-bas servait de camp pour les spahis à l'époque coloniale. Kadegui est toujours occupé par les talibés mourides. Ces bienfaits ne sont plus à démontrer. Les occupants du lieu témoignent. Ce lieu est un lieu saint. Toutes les prières qu'on y formule sont exaucées. Il n'y a pas de doute sur cela. L'arbre est un lieu de prière et de bienfaits. C'est à l'image de tous les endroits où le cheikh a séjourné. Toutes les prières qu'on y formule sont exaucées. Serigne Touba, durant tout son séjour à Saint-Louis après le verdict des colons, a accompli toutes les prières de la journée dans cet endroit. C'est ici même où il effectuait cette mission. C'était le lieu de recueillement du marabout. Il y priait tout le temps avant de retourner à l'école où il résidait. Sur la route de l'exil, le fondateur du mouridisme a passé dans plusieurs villes. Saint-Louis fait partie des villes où les colons l'avaient amené pour tenter de le dissuader. Mais le mouridisme devient une réalité et aujourd'hui encore, il compte des millions de talibés à travers le monde. Kadegui a déjà franchi son centenaire d'existence il y a plus de 4 décennies. Il fait aussi partie des patrimoines des fidèles de Serigne Touba. Ce lieu est chargé d'histoire. Serigne Touba avait dit que les gens viendraient en pèlerinage dans tous les endroits où il passe. L'arbre a 141 ans d'existence. Cela montre qu'il prêchait la vérité.
À la veille du Magal des 2 Rakas de Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul, des fidèles mourides viennent ici pour y passer des moments de dévotion et de piété. Les 2 Rakas de Saint-Louis à célébrer le 5 septembre prochain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Je passe le témoin à Bouba. Merci et bonsoir à toi Fatima. Excellent week-end. J'espère que tu passeras un bon week-end, n'est-ce pas? Merci à vous aussi. Alors dans un instant, l'invité du 20h et nous parlerons de questions sociales.